On a perdu Karima. Se reconnectera peut-être. Bienvenue à, ce deuxième webinaire de l'été Magic Makers. L'idée aujourd'hui, c'est de parler du sujet des écrans et de leur utilisation, et de leur utilisation aussi que nous, on préconise et qu'on en fait dans nos ateliers. Alors, moi, je peux me présenter. Je suis Romain Liblot, je suis responsable de la pédagogie à Magic Makers. Du coup, mon rôle, c'est de concevoir les contenus que les enfants vont vivre chez nous, former les animateurs et diffuser notre pédagogie le plus largement possible et faire le plus adapté possible, pour faire simple. Voilà, c'est pour moi. Dans le webinaire, on a aussi Léa, qui s'occupe notamment de la communication chez nous. Et peut-être Inès, vous voulez dire un mot de qui vous êtes et de ce qui vous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui. Comme ça orientera aussi un peu ce dont on va parler. Et puis, l'idée pour moi, c'est de déboucher aussi sur des échanges. Ok. Donc, bonjour, je m'appelle Inès. Je suis étudiante en ingénierie pédagogique et je m'intéressais sur l'effet des écrans sur les enfants Enfin, est-ce qu'ils arrivent à apprendre pareil s'ils sont sur écran et tout ça. Et voilà. Ok, super. Et Karima, vous êtes déconnectée à un moment, je disais que moi j'étais le responsable de la pédagogie chez Magic Makers et qu'on allait parler un peu de l'usage que nous on fait de l'informatique avec les enfants et de notre approche à la question de l'exposition des enfants aux écrans, aux ordinateurs de manière générale. Du coup, il y a Inès qui se présentait aussi, et peut-être que vous voulez dire un mot sur qui vous êtes et ce qui vous intéresse dans la discussion aujourd'hui, parce que l'idée pour nous, c'est d'orienter ça aussi en fonction des personnes qu'on a et de mener à des échanges. Oui, en fait, je le fais autant que parent. En fait, c'est pour ma fille qui a 7 ans. Donc, voilà, elle utilise aussi les écrans. Ok, bon, on parlera. On vous entend un peu faiblement, mais j'ai cru discerner que c'était pour votre fille qui a 7 ans et vous vous interrogez de ce que nous on fait et de l'usage des écrans quand on en vient aux petits enfants de 7 ans. Oui, tout à fait. En fait. Elle aura... Okay, super. Bon, on peut se lancer du coup. On peut se lancer. Ce dont on va parler aujourd'hui, je vais du coup vous parler de comment nous on se positionne vis-à-vis du sujet. Allô? Oui, allô? Oui, on a été coupé. Mais... Merci. Donc, je vais parler brièvement de l'état de l'art sans aller en profondeur. Et parler notamment de ce que nous, on préconise, l'état de notre pensée sur l'usage des écrans pour les enfants, et après l'usage que nous, on leur fait faire dans nos ateliers. Et après, on ouvrira un moment de questions et d'échanges si ça vous va. Ok, ben, pour faire très simple, quand on a créé Magic Makers il y a maintenant 7 ans, l'optique, c'était de donner le pouvoir aux jeunes sur la technologie, de leur briser la barrière de il faut faire Bac+5 en informatique pour pouvoir coder et créer avec le numérique. Et c'était à peu près à l'époque où l'usage vraiment populaire de l'informatique était en plein essor. C'est-à-dire que quelques années auparavant, il y avait eu le premier iPhone, l'iPad est sorti pas loin avant, les premières tablettes aussi. Et du coup, on commençait à avoir de plus en plus d'enfants qui se retrouvaient confrontés à des écrans, à des ordinateurs, à des tablettes, et leur usage n'était pas du tout cadré. Et il y a beaucoup
d'associations, d'institutions qui se sont emparées de la question de la sécurité de l'enfant sur Internet, de l'écran dans le développement de l'enfant. Et nous, on s'est positionné plutôt sur un aspect d'opportunité. Comment est-ce qu'on peut les mettre devant un écran et que ça soit non seulement bénéfique pour leur développement, mais aussi pour eux à plus long terme, et comment on navigue ça sans entrer dans les pièges dont parlaient ces institutions. Alors, notre approche, c'est pas de dire que les écrans, c'est dangereux, c'est pas de dire non plus que les écrans, c'est magique. C'est de remettre les choses un peu à leur place et de venir questionner l'usage qu'en font les enfants. On va trouver dans notre pensée deux grands usages, enfin, on va dire 3 grands usages des écrans pour nous. Le premier est celui qui est assez naturel quand on lit notre slogan qui est apprendre à coder pour apprendre à créer. C'est vraiment se servir de l'écran pour une mise en action, une mise en activité. L'enfant devient actif, devient acteur et se saisit de la puissance de création pour créer. Ça, c'est le centre de ce qu'on fait. Les ateliers, je en parlerai un peu plus tard, de nos ateliers, sont vraiment autour de faire en sorte que les makers qui passent par chez nous, les enfants et les adolescents qui passent par chez nous, soient mis aussi rapidement que possible et aussi intensément que possible en posture de créer, en posture créative, avec les outils informatiques qu'on met à leur disposition. Le deuxième grand usage que nous, on en voit, c'est celui de la socialisation. Donc ça, on a fait une conférence il y a maintenant quelques mois avec notamment Serge Tisseron, psychologue de l'enfance, autour du jeu vidéo et de l'usage du jeu vidéo par les enfants. Et un des grands thèmes qui en est ressorti, je vous inviterai à aller regarder la table ronde en entier. On a un article de blog qu'on vous mettra dans le chat tout de suite. Hop, je l'ai glissé. Où on aborde la question du jeu vidéo et de l'usage que les enfants en font. Et un des grands points qui en ressort, c'est un lieu de socialisation pour les enfants et les jeunes adolescents. Et l'usage de l'écran, tant qu'il n'est pas pathologique, tant qu'il n'est pas isolé, en fait, c'est aussi un lieu de socialisation. Les copains, ils jouent à tel jeu vidéo. Si je joue à tel jeu vidéo avec les copains, c'est aussi un acte de rejoindre le groupe. Et un des indicateurs qui en est ressorti, c'est, en tant que parent, pour se demander est-ce que mon enfant est trop devant les écrans, c'est est-ce qu'il est tout seul devant les écrans, ou est-ce qu'il fait une activité qui le met en socialisation. Donc on a ces deux points-là. On a les écrans et l'outil informatique comme opportunité de mise en action, de création, qui est l'usage que nous, on en fait à Magic Makers. On a ce deuxième axe qui est celui de la socialisation. C'est quelque chose que nous, on fait dans les ateliers aussi. On va partager les projets, on va faire des projets qui sont par nature partageables en dehors de l'atelier aussi. Donc là, tous les projets sont hébergés en ligne, on peut les montrer aux copains, on peut les montrer à la famille, on peut les montrer aux frères et sœurs et compagnie. Donc vraiment, c'est cet usage social de l'écran. Et ensuite, le troisième axe que nous, on a, c'est de se servir de l'écran, cette mise en action comme moyen de questionner le monde. Donc, soit à travers les informations qu'on va trouver sur Internet, soit à travers le questionnement du fonctionnement même de l'outil informatique qu'on a, qui ouvre sur le reste du monde. L'exemple le plus simple que j'ai à donner, c'est quand on fait faire des projets de programmation d'électronique à des enfants. Ils vont utiliser des mécanismes, certes un peu simplifiés, mais qui, quand on les transpose dans le monde en dehors de l'atelier,
se retrouvent partout. Donc, les portes qui s'ouvrent au supermarché, c'est un moteur avec un capteur de distance. On leur fait utiliser un moteur et un capteur de distance. Et pouvoir faire cette transposition, ça ouvre les portes du questionnement du monde. Donc, voilà, on a vraiment ces 3 piliers. Le cœur du truc, c'est les signes auxquels il faut faire gaffe, c'est enfant seul, enfant passif devant l'écran. Si on ne fait que scroll des playlists YouTube, sans mise en action derrière, alors je ne suis pas en train de démoniser YouTube. J'adore YouTube. C'est un vecteur d'apprentissage hyper puissant parce qu'il y a aussi une quantité d'informations mises en lumière de manière très puissante sur YouTube. Donc, une vidéo YouTube, puis on va mettre en action, soit sur un outil numérique, soit dans la vraie vie, c'est extrêmement puissant. Rester passif sur YouTube à juste absorber, même si c'est du contenu éducatif, ça va avoir un faible impact de rétention, et 2, ça va entraîner des comportements qui n'aident pas au développement de l'enfant. Du coup, nous, on dit attention à la passivité et attention à l'isolement. Alors, ça, c'est un peu moins présent chez les plus jeunes, mais dès qu'on commence à entrer dans la préadolescence, vers 11 ans, s'ils jouent à des jeux vidéo, s'ils créent avec l'outil, ou même s'ils vont regarder le même YouTuber que tous les copains, c'est chouette, c'est un acte de socialisation. Aujourd'hui, les groupes se créent à la fois dans la cour de récré et à travers ce qu'ils vivent sur les ordinateurs. Donc, attention à l'isolement, attention à la passivité. Alors, mise en action. Alors, mise en action, ça peut passer par plusieurs choses. Ça passe par le jeu vidéo. Donc, encore une fois, allez vous référer à la conférence qu'on a faite avec Serge Tisseron et des enseignants et un enseignant de création de jeux vidéo de l'ISART, une école de jeux vidéo, sur le sujet. On aborde justement cette notion de mise en action à travers le jeu vidéo et attention aux signes dangereux. Et après, c'est mise en action à travers la création numérique. Ça, c'est ce que nous, on fait à Magic Makers. Qu'est-ce qu'on entend par création numérique? Ça, je peux peut-être vous en parler un petit peu plus. C'est utiliser les ressources qui sont mises à disposition aujourd'hui pour créer avec l'ordinateur. Alors, on vit dans une époque où créer avec le numérique n'a jamais été aussi facile. Pour vous montrer ça, une petite mise en lumière rapide. Si on va sur Scratch, donc vous avez sans doute entendu parler de Scratch, c'est l'outil créé par le MIT Media Lab, donc au MIT à Cambridge aux États-Unis, et qui est maintenant utilisé à l'école pour enseigner la programmation aux enfants. Donc c'est un outil de programmation et de création numérique. Pourquoi et de création numérique? Parce qu'on peut aller créer du dessin vectoriel en prenant des formes, en les posant, en les modifiant et en les combinant pour aller créer des formes plus intéressantes encore. Donc, création numérique, programmation, parce qu'après, on peut faire des choses à ces objets que l'on crée, et outils d'apprentissage puissants, parce qu'on peut aussi aller regarder comment les projets des autres sont faits. Je prends le premier projet mis en avant. Si on va voir à l'intérieur, on peut voir, alors, ceux qui sont mis en avant, en général, sont assez complexes. Ah bah, pas celui-là, apparemment, si, un petit peu. On a de la chance. Et on peut voir comment il a été programmé. Donc là, il y a une notion de zoom et de déplacement de l'écran avec de la parallaxe. C'est un concept un peu complexe de composition 2D. Et là, on peut voir comment les différents éléments se déplacent de manière différente pour donner cet effet-là. Donc, c'est aussi un outil puissant d'apprentissage. Ce qui devient encore plus puissant, donc ça, c'est nous, ce qu'on utilise avec les enfants en primaire, c'est aussi utilisé au collège et à l'école.
quand ils viennent chez nous à partir du collège, on les emmène sur des outils qui sont plus puissants. Alors, quand je dis plus puissants, il faut comprendre ce que je veux dire, dans ce sens qu'ils ont une transposition forte dans leur vie de tous les jours. L'exemple que j'aime le plus mettre en avant, c'est celui de Thunkable. Alors, c'est le fameux TH anglais qui est toujours marrant à prononcer, mais ça permet de créer des applications mobiles. Mais des vraies applications mobiles qu'on peut ensuite installer sur iOS, qu'on peut installer sur Android, et c'est une programmation qui est comme celle de Scratch par bloc, donc avec des blocs de code que l'on va combiner. Alors, vous voyez que j'ai beaucoup de projets. Je vais en créer un pour vous. On est en webinaire, on va appeler webinaire. Ça nous donne une interface de création, de design d'applications mobiles. Et ça, on fait ça chez nous avec des 6e et des 5e. Donc, c'est hyper accessible. Donc, quand je vous disais qu'on vit dans une époque où créer avec les écrans, avec l'ordinateur, c'est on ne peut plus simple. Là, je peux composer mon écran, je peux ajouter un bouton comme je viens de le faire, mais je peux aussi ajouter un navigateur web, je peux ajouter Google Maps, je peux ajouter de la reconnaissance d'image, de la lecture de code barre, des bases de données. Donc, je peux aller vraiment créer des applications similaires à ce que vous trouvez sur votre téléphone avec des utilisateurs. Alors, tout ça, c'est un peu avancé, ça demande un peu de prise en main, mais voilà, c'est hyper accessible. Pour répondre à Claudine qui demande si c'est plus simple d'utiliser donc App Inventor. Alors, Thunkable, ça a été créé par 2 personnes d'App Inventor qui sont parties d'App Inventor pour le créer. Alors, App Inventor, à la base, c'est un projet étudiant qui a aussi vu le jour au MIT, mais qui n'avait pas pour vocation de pousser la chose vraiment beaucoup plus loin que de la maintenance. Donc, le design, l'ergonomie était un peu ancienne. Ces 2 personnes-là sont allées créer Thunkable, qui est semblable en utilisation, qui a un plan payant pour faire des choses encore plus complexes, mais qui reste gratuit sur l'usage de tous les composants, et qui, surtout, fonctionne sur iOS, donc sur iPhone et sur iPad, ce que ne faisait pas App Inventor. Donc, ça ouvre encore plus l'accessibilité et la possibilité de partager avec ses amis son application qui va marcher sur le téléphone de tout le monde, peu importe le fabricant. Donc ça, c'est un exemple qu'on aime bien mettre en avant. Un autre qui est un petit peu plus déjà spécialisé, c'est celui de Unity. Unity, c'est une plateforme de création de jeux vidéo professionnels. On fait faire ça chez nous à partir de la 4e. À partir de la 4e, on les met sur cet outil dont l'interface est certes beaucoup plus complexe que Scratch. Si on va regarder l'interface, je pourrais ouvrir Unity, mais ça prendra un peu de temps, autant qu'on aille regarder ici. Ça, c'est typiquement sur à quoi ressemble l'interface de Unity. Donc, ça ressemble à du Photoshop, c'est plutôt complexe dans la structure. Après, les ressources pour apprendre dessus sur Internet sont gigantesques. Donc, Unity eux-mêmes ont une partie learning où on peut aller voir des vidéos en anglais sur comment créer avec. Sur YouTube, les créateurs de contenu qui font des tutos Unity sont gigantesques. Et ensuite, ça me permet de faire une petite transition sur les ressources à nous. Nous, on met en ligne un site qui s'appelle ressources.magicmakers.fr, qui est entièrement gratuit. Pas d'inscription, pas rien du tout. C'est juste le site ressources qu'on utilise pour que les makers qui passent par chez nous puissent avoir des ressources pour continuer à la maison. Cela dit, n'importe qui peut aller se saisir de ces ressources-là pour commencer et se jeter avec les outils. On a des vidéos, on a des tutos sur différents types de création ou différentes mécaniques de jeu ou de création. Quand je disais création numérique, on a les systèmes de particules dans Unity, on a comment gérer les graphismes dans Unity, etc. Donc, on vit dans une époque où on a entre guillemets plus d'excuses. Quand il n'y avait que la télé, on pouvait se dire, ben ouais, mais les écrans,
écran égale télé, égale jeu vidéo pas connecté tout seul dans sa chambre, et on est vraiment plus en passivité et en isolement. Aujourd'hui, avec des outils de création et de partage aussi accessibles, il n'y a plus tellement d'excuses. Et du coup, pour en revenir aux enfants, nous, notre croyance et ce pourquoi on existe, c'est permettre aux enfants et aux ados de, avoir un rapport à l'informatique et à la création numérique qui est plus fort. Donc, l'exemple que j'aime bien sortir à chaque fois, c'est celui de l'enfant qui lit Sciences et Vie junior et qui, quand la maîtresse dit il y a 3 états de la matière, liquide, gazeux et solide, lève la main et pose la question du plasma, parce que son rapport à la science a été changé par cette cette exposition à du contenu scientifique. Là, avec un peu la même idée, les petites filles et les petits garçons qui passent par chez nous se saisissent de ça, se sentent capables de créer, et ça devient naturel, ça devient quelque chose d'ouvert, et ça fait que le temps qui passe devant les écrans, parce qu'il y a une appétence, il y a une attraction forte pour être devant l'ordinateur, il y a plein de couleurs, ça bouge, il y a les copains qui sont dessus, etc. Changer la posture, changer la démarche, et faire que quand ils vont sur l'ordinateur, alors toujours des moments où on a envie de se détendre et regarder un dessin animé ou jouer à un jeu vidéo abrutissant, ça arrive pour tout le monde, même ceux qui se mettent beaucoup en action, mais qui a aussi cette envie, face à ces outils-là, de se dire, c'est pas juste un outil de divertissement, c'est aussi un outil de mise en action, et on y prend plaisir. Ça, c'est vraiment notre axe à nous, c'est de les mettre en posture de création et qu'ils y prennent plaisir. Je peux vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on fait pour les différentes tranches d'âge, notamment en atelier hebdomadaire. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions sur ce dont j'ai parlé pour l'instant? Que recommandez-vous pour le temps passé? Ah, pour combien de temps passer devant les écrans? Alors, merci pour la question. Lors de la conférence qu'on a faite sur le jeu vidéo, et dans sa préparation, on a beaucoup parlé avec Serge Tisseron, qui est un peu la référence sur le sujet. Et il place les jalons de 3, 6, 9, 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans avec une autre optique. Et ce qu'il dit, et on est plutôt raccord avec ça, avant 3 ans, ça n'a pas des masses de sens d'être exposé à l'écran, parce qu'on est dans un développement purement individuel, et l'enfant on n'est pas à un âge où il peut en faire un usage créatif, en faire un usage actif, et du coup, ça a peu d'intérêt. De 3 à 6 ans, une espèce d'évolution de une demi-heure vers 1 heure. Donc, à 3-4 ans, pas plus d'une demi-heure par jour. Vers 6 ans, on peut être autour d'1 heure par jour. Ce qui est intéressant, c'est aussi, si vous voulez les exposer vers ces âges-là aux notions de l'informatique et à ce monde de la création numérique au sens large, on travaille avec une entreprise similaire à la nôtre qui s'appelle Coloris, avec qui on a plusieurs partenariats, qui fait de l'enseignement de l'informatique pour les enfants de manière débranchée, donc sans écran. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. C'est pour les 3-6 ans notamment. Et voilà, on les aime beaucoup, on est fan de ce qu'ils font. Et on travaille ensemble sur plusieurs sujets. À partir de 6 ans, là, c'est le bon âge pour les intéresser à une situation créative de l'informatique. Donc, en Scratch, c'est idéal pour ça. Aller se saisir d'une vidéo YouTube et puis qui montre comment on construit quelque chose, et puis aller le construire dans le vrai monde avec du bois, des perlémas, des dessins. Vraiment faire cet usage créatif et actif
où on est acteur, on va chercher l'information pour l'appliquer, ou alors on va même créer avec. Ça, on est dans les 6 ans à 9 ans. À partir de 9 ans, il y a cet enjeu de socialisation dont je parlais un peu au début. Donc, toujours maintenir cette idée de mise en action face à l'écran, tant dans la création que dans la recherche d'infos, mais aussi aller s'approprier ce que font les copains. Et aller faire les mêmes choses que les copains et s'en servir comme initiation, socialisation, même des fois rite de passage. Ça, c'est le cas. Serge en parlait très très bien lors de la conférence des garçons de 11 à 13 ans qui vont jouer à des jeux vidéo qui sont pas de leur âge, un peu comme mécanisme de rite de passage un peu à l'âge adulte. Pour un gamin de 13 ans, c'est un peu aller chercher loin aujourd'hui, mais de passage à l'âge au moins adolescent et voilà, et d'aller voir les limites. Donc, là, vous m'entendez? Ok. Et à partir de 9 ans, cette idée de socialisation, non, c'était mon micro qui marchait pas, Inès. À partir de 9 ans, cette socialisation, à partir de 12 ans, on va viser plus l'autonomisation. Donc, chercher à ce que l'enfant apprenne à se réguler et à prendre en main et se sentir responsable de son usage du numérique. Ça, c'est aussi ce qu'on fait chez nous à partir de cet âge-là. Le site ressources qu'on vous présente, on l'utilise beaucoup à partir de la 6e. Et on les met un peu en posture d'autonomie. Voilà pour les âges. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions avant que je rentre dans ce que nous on fait avec des enfants sur les écrans? Ok, donc, si vous n'avez pas d'autres questions tout de suite, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Je vais vous parler de ce que l'on fait chez nous. On ne fait pas la même chose aux différents âges. Je vous avais montré quelques technologies rapidement là, mais je vais entrer un peu plus dans le détail sur les tranches d'âge. Alors, nos tranches d'âge, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont informées par deux choses, par le développement cognitif de l'enfant. Donc, on se réfère notamment aux travaux de Piaget et des personnes qui ont suivi sur les stades de l'évolution cognitive des enfants et des adolescents. Et aussi par la maturité émotionnelle et sociale qu'ils vont avoir. Donc, il y a l'aspect développement cognitif qui va nous faire les exposer à différents types d'outils, à différents types de créations. Et ensuite, il y a une cohérence de maturité, notamment émotionnelle, qui fait qu'ils vont avoir les mêmes centres d'intérêt aux mêmes tranches d'âge et les mêmes envies de création. Du coup, au primaire, on a une séparation CE1, CE2 et CM1, CM2, assez similaire à ce qu'on trouve à l'école primaire au final. On n'a pas CE1, CE2, CE3, CE4. CE1, CE2, on va avoir un côté d'éveil, d'exposition aux notions de la pensée informatique, de la création à travers la programmation et l'électronique, où on va retrouver les mêmes notions tout au long de l'année, mais juste sous différentes formes, dans différents projets. Donc, ils vont quand même créer, donc, ils sont dès le CE1 en posture de création, à faire des projets. On est sur des projets qui durent 1 à 2 séances. Donc, ce sont des séances d'1h30 toutes les semaines. Et faire plus grand en termes de taille de projet, c'est un peu trop pour cet âge-là. Mais là, ils sont vraiment en train d'acquérir une notion intuitive des concepts et que
à l'instar d'un enfant qui apprend à parler jeune, comprendra les mots sans savoir les conjuguer. Au CM1, CM2, on passe dans une autre optique, une autre dynamique, celle de l'accumulation de connaissances. Donc, on va partir du principe que ce qu'ils ont vu en début d'année, ça va être acquis et on va pouvoir le réutiliser en fin d'année pour faire des projets encore plus compliqués, encore plus complexes, qui vont combiner plus de notions différentes avec ce qu'ils auront vu tout au long de l'année. Chez les CE1, CE2 et chez les CM1, CM2, on est sur Scratch, principalement comme outil de création, parce que Scratch, comme je vous ai dit, a été créé avec cette optique d'être facilement accessible. Il a été aussi créé avec l'optique de pouvoir s'interfacer avec plusieurs choses, avoir ce qu'on appelle les murs larges. On peut faire de l'électronique branchée avec Scratch, on peut utiliser Scratch avec la webcam pour utiliser les mouvements qu'on fait devant l'ordinateur. Voilà, c'est un outil qu'on peut utiliser assez largement à travers les différents domaines de création. Et ça a ce qu'on appelle un plafond élevé, c'est-à-dire qu'on peut vraiment pousser très très loin. Il y a des informaticiens qui se sont amusés sur Scratch à faire des projets en 3D, à faire des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment complexes avec. Donc, Scratch, ça nous permet d'avoir le parfait environnement pour que les CE1, CE2 et CM1, CM2, peu importe la vitesse à laquelle ils vont, puissent se saisir de la chose et pousser et continuer à créer, continuer à apprendre. À partir de la 6e, 5e, on rentre au collège. Je viens de dire quelque chose de très évident. Mais au collège, on apprend notamment à structurer notre pensée. C'est quand on regarde la différence primaire-collège. Au primaire, on nous demande d'avoir la réponse en mathématiques. Au collège, on nous demande d'expliquer comment on l'a obtenue. Et pareil, en français, on nous demande de structurer introduction, développement, conclusion et de pousser un peu plus sur les structures d'exposition de notre pensée. Dans cette idée-là, les types de projets qu'on leur fait faire sont plus amples. Donc là, on va être plus sur du 3 à 5 séances par projet. Et on va leur faire mettre à plat, à l'écrit, avant de se lancer dans la création, l'idée de leur projet. Et une petite feuille de route de création. Donc ça va être des dessins des niveaux qu'ils vont créer dans leur jeu vidéo. Ça va être se poser la question de quels composants on va utiliser en électronique, quelles fonctionnalités on va développer dans notre projet d'application mobile, par exemple, avant de se jeter dedans. Ça permet aussi de leur faire gagner du temps et de ne pas tomber dans des pièges de design parce qu'on les emmène sur des technologies plus avancées. Notamment, on les emmène sur Thinkable, que je vous ai présenté juste avant, de création d'applications mobiles. On les emmène sur un outil de jeu vidéo pro qui s'appelle Construct, qui en est à la version 3, qui permet de créer des jeux vidéo vraiment avancés, où on n'est plus dans coder chaque petit aspect, mais dans de la combinaison de fonctionnalités déjà établies du jeu vidéo et la programmation des règles du jeu plus avancées, plus personnalisées, pour aller sur des jeux plus poussés. On leur fait faire un peu de Python pour les exposer un petit peu à de la programmation textuelle et on leur fait faire de l'électronique avec le microbit. Voilà, ça c'est pour les 6e, 5e. On ne traite pas les 4e, 3e pareil. Les 4e, 3e, c'est encore un step-up. On est toujours dans cette idée de construction et d'exposition de la pensée avant de se jeter, mais on les emmène sur des outils de programmation textuelle, des outils de programmation pour de vrai, comme les informaticiens. Donc, je vous ai présenté Unity, qui est un outil de création professionnelle de jeux vidéo 2D, 3D, réalité augmentée, applications mobiles, jeux en ligne, tout ce que vous voulez. Nous, on leur fait faire des créations de jeux 3D avec Unity. Ils apprennent à construire des mondes, ils apprennent à programmer les interactions avec les utilisateurs, ils apprennent à créer des intelligences artificielles qui vont se balader dans le monde et interagir. C'est assez large, complexe. On pourrait passer, typiquement, si ensuite ils vont à l'ISART ou à une autre école de jeux vidéo, ils peuvent passer facilement 3 à 5 ans dessus et continuer à apprendre sans problème. On leur fait créer des sites internet, donc avec du HTML, CSS, et avec du Python, on leur fait créer des applications web, donc des sites internet qui font quelque chose, comme Le Bon Coin, Doctolib, Facebook, des applications web.
Et là, il plonge assez profondément sur l'envers du décor du web, pas juste l'interface en HTML, CSS, mais vraiment tout ce qu'on peut créer avec et toute la mise en application qu'on peut faire. Ça, c'est pour les 4e, 3e. C'est déjà pas mal sur une année. Ah si, ils font un peu d'électronique. Avec le Python qu'ils auront appris pour faire des interfaces web, on leur fait faire de l'électronique sur Raspberry Pi. Donc, c'est une carte électronique, c'est une carte électronique qui est un ordinateur, ce qui présente l'avantage de pouvoir faire tourner du Python dessus et de faire tourner des applications web. Donc, ils vont créer ce qu'on appelle des objets connectés. Donc, ce n'est pas juste des objets électroniques, c'est des objets électroniques que l'on peut commander à travers une interface réseau. Donc, alors ça veut un peu tout et rien dire. Un exemple tout simple, c'est un des projets d'exemple, c'est allumer une lumière depuis son ordinateur sur le Raspberry Pi qui n'est pas connecté. Le cran d'après, c'est faire allumer la lumière par quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, mais qui est sur son téléphone et qui va sur notre interface web. Alors, la lumière, c'est sympa 2 secondes. Ensuite, on les emmène à utiliser les moteurs, les capteurs de distance et à créer des objets connectés, contrôlables à travers une interface web. Et ça m'emmène au lycée. Le lycée, c'est l'année de la spécialisation. Donc là, on va prendre une technologie et on va aller à fond avec ça. Là, en l'occurrence, c'est le Python. Et pendant toute une année, ils vont faire du Python. Au début, plein de projets d'exploration pour aller voir différentes facettes du Python. La manipulation d'images, la crypto, l'utilisation de services en ligne, ce qu'on appelle des API, la création de canevas, d'interface utilisateur avec le Python. Ensuite, on les emmène à créer des réseaux de neurones, donc de l'intelligence artificielle avec l'outil TensorFlow, qui est le framework, donc l'outil de création de réseaux de neurones de Google. Ça fait même plus que des réseaux de neurones, TensorFlow, mais nous, on l'utilise pour créer des réseaux de neurones. C'est du machine learning. Avec ça, ils vont faire de la classification d'images. Donc, ça va du projet mignon qui différencie les images de chiens des images de chats, à des projets un peu plus poussés qui vont reconnaître quel signe du langage des signes de la langue des signes on signe devant la webcam et le transformer en texte. Ça va être reconnaître une maladie, la présence ou non de pneumonie dans un scan des poumons, dans une radio des poumons. Ça va être contrôler une voiture autonome, ce genre de choses qu'on peut faire une fois qu'on pousse un peu plus loin l'utilisation des réseaux de neurones. Si ça vous intéresse, il y a un webinaire dédié à l'IA un peu plus tard dans l'été. Et en fin d'année, on leur fait faire de l'application web, semblable à ce qu'on faisait faire au 4e, 3e, sauf que là, ils vont avoir beaucoup de temps et être mis en équipe entre 3 et 5 pour aller réaliser une application web ambitieuse avec des bases de données, des utilisateurs. Et pour vous donner des exemples de choses qui ont été créées, on a un groupe de lycéens qui a créé une application qui met en contact les cantiniers de leurs établissements avec les parents et les élèves, de telle sorte à ce que les parents et les élèves choisissent leur repas à l'avance. Donc, les cantiniers mettent en ligne les repas proposés. Les enfants et leurs parents choisissent en avance avec une information d'allergènes, etc. Et ça permet aux cantiniers de savoir quelle quantité ils ont à produire et ça évite le gaspillage alimentaire, qui est un énorme problème de ce genre de structure. Voilà, ils ont rajouté aussi des fonctionnalités avec leur point de vue de consommateur de la cantine, où on peut noter les plats et comme ça les cantiniers peuvent savoir quel plat recommander, quel plat ne pas recommander. Voilà, donc avec leur point de vue propre, on les invite à se questionner sur comment créer une application web. On aime bien la thématique de la tech for good, donc une application web qui aide le bien commun. Un bien commun peut être défini assez largement, c'est une discussion qu'on entretient avec eux, mais avec des lycéens, c'est très agréable à avoir comme brainstorming et de les emmener à voir que eux, à leur âge, en première, peuvent avoir un impact. Et en fait, c'est ça la clé de cette tranche d'âge-là, c'est leur montrer qu'eux, ils peuvent avoir un impact, ils peuvent créer un site web qui met en contact des cantiniers et des parents et aller demander à leur directrice d'établissement s'ils ne peuvent pas le tester dans leur établissement. Et que ce qu'ils ont créé peut avoir un vrai impact. Pour vous donner un autre exemple,
là, on est en train de finir un partenariat avec la région sur cette année qui s'appelle Code ton lycée, où 4 équipes de lycéens ont créé un réseau social qui sera intégré à l'ENT, à l'outil de gestion de scolarité du lycée en Île-de-France. Et donc là, ils sont 4 équipes à avoir créé des réseaux sociaux, et il y en a un qui sera sélectionné et intégré au vrai outil utilisé par tous les vrais lycéens qui ont déjà un compte dessus parce qu'ils ont un compte sur l'ENT. Et donc ça ouvre les perspectives d'encapacitation, de quel pouvoir ils peuvent avoir avec la technologie. Et là, ça transforme l'écran qui pouvait être un piège de passivité en non seulement quelque chose qui me met en action et qui n'est pas nocif pour moi, mais qui m'encapacite et qui me fait me dire je peux avoir un impact, peu importe mon âge, et peu importe si je veux être informaticien ou pas après. Notre but, ce n'est pas de créer des développeurs, c'est de mettre cet outil dans la main de personnes qui vont ensuite l'utiliser pour un usage qui fait sens dans leur contexte. Voilà, ça c'est à peu près ce qu'on fait en atelier hebdomadaire, qui reprennent dès la fin septembre chez nous. On a aussi un format de stage où on a plus un focus sur chacune des technologies aux différentes tranches d'âge. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site Magic Maker. C'est le moment où je vous montre la slide d'information qui peut vous être utile pour ça. Donc, si ce webinaire vous a plu, il y en a d'autres qui viennent pendant tout l'été. Donc là, on est sur celui du 28 juin. Le 8 juillet, donc la semaine prochaine, le jeudi de la semaine prochaine, on parle des technologies qui transforment la société et de comment nous, on permet aux enfants de les utiliser. Le 12, on parle plus en profondeur d'IA, donc ce dont je parlais tout à l'heure de machine learning, on plonge profondément dans ce que c'est. Il y a même un petit partie pratique, mise en pratique pour ceux qui seront là. Et ensuite, fin août et en septembre, on reprend les webinaires pour parler concrètement de ce que ça veut dire coder, comment c'est utilisé dans les métiers de demain, comment nous, on fait pour enseigner à distance dans nos ateliers à distance, et au-delà de la programmation, ce qu'on essaie de véhiculer aux makers qui passent par chez nous comme soft skills et comme compétences qui leur serviront quand ils grandiront. Pour plus d'informations sur tout ça, vous pouvez nous suivre sur notre site internet, magicmakers.fr. On a aussi un compte YouTube, un compte Instagram, et on est présent sur LinkedIn si jamais vous voulez voir les liens pour les prochaines inscriptions aux prochains webinaires. Le numéro de téléphone, c'est notre service client qui a toutes les réponses que vous n'arriverez pas à trouver sur notre site internet. Et avec ça, je pense que je vous ai tout dit, et il nous reste même quelques minutes si vous avez des questions plus par rapport à ce que je viens de montrer. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais en déduire que j'ai été plutôt clair dans ce que je vous ai montré. Si vous avez des questions qui vous viennent après, encore une fois, contactez-nous soit par notre site internet, vous pouvez retrouver l'email de contact dessus aussi, soit au téléphone, au numéro qui s'affiche ici. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et j'arrête l'enregistrement.